Donc, rebonjour à tous. Donc, je ne vais pas remercier les organisateurs de m'avoir donné la parole. Donc, je vais vous parler d'une de nos bactéries préférées qui s'appelle Faecalibacterium prausnitzii et de son intérêt potentiel dans l'immunothérapie du cancer. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas bien le concept de l'immunothérapie dans le cancer, et qui a vraiment été une révolution dans la prise en charge du cancer. L'idée, ce n'est pas comme la chimiothérapie classique d'aller tuer les cellules cancéreuses avec un poison, mais c'est de réactiver le système immunitaire pour que lui-même se batte contre les cellules cancéreuses. Et donc, en gros, comment ça marche? Ça marche en bloquant des molécules régulatrices que sont PD1, PDL1 et CTLA4, qui justement médient normalement l'inhibition, ou plutôt le blocage de l'activation du système immunitaire dans le cas du cancer. Et donc, en bloquant ces interactions avec des anticorps monoclonaux, anti-PD1, anti-PDL1 ou anti-CTLA4, on va donc réactiver le système immunitaire qui va se défendre contre les cellules tumorales. Et effectivement, c'est de l'immunité, de l'immunologie. Comme le microbiote est important pour la réponse immunitaire, la maturation, la stimulation de l'immunité, assez rapidement, il y a plusieurs équipes, notamment des équipes françaises, qui se sont dit que peut-être le microbiote pourrait jouer un rôle dans cette réponse à l'immunothérapie. Ici, c'est un des premiers travaux qui a été publié par l'équipe de Laurent Zitvogel, qui a observé que dans des modèles murins, lorsque l'on donnait un antibiotique aux souris qui étaient porteuses d'une tumeur, que l'on traitait avec un de ces traitements bloqueurs, en l'occurrence ici du PD1, eh bien, on perdait en grande partie la réponse à ce traitement, que ce soit en termes de croissance tumorale ou en termes de survie. Chez l'homme, toujours dans ce premier travail, c'était un travail rétrospectif avec un mélange de patients atteints de différents cancers. Et on observait quand même que les patients qui avaient reçu des antibiotiques eh bien, avaient une survie sans progression et même une survie globale qui était moins bonne que ceux qui n'avaient pas reçu d'antibiotiques, suggérant donc le rôle du microbiote dans cet effet. Assez rapidement, on s'est posé la question du rôle de certaines bactéries spécifiques. Et donc, il y a eu plusieurs travaux qui ont été réalisés pour essayer de déterminer si certaines bactéries étaient particulièrement impliquées dans la réponse à cette immunothérapie. Ici, c'est un travail qui a été publié aussi en 2017 par une autre équipe française, que je résume sur cette diapositive. C'était des patients qui avaient un mélanome métastatique traité par des anti-CTLA4. Et l'un des messages de ce travail, c'était d'observer que les patients avec un haut niveau de Faecalibacterium avaient une meilleure survie sans progression que ceux qui avaient un taux bas de cette bactérie. Exactement la même année, un autre article publié aux États-Unis, toujours chez des patients avec mélanome malin, cette fois-ci traité par des anti-PD1, retrouvait en fait exactement le même résultat. La bactérie qui était associée le plus fortement avec la réponse à l'immunothérapie, c'était à nouveau Faecalibacterium prausnitzii, ce que vous voyez à nouveau ici sur cette courbe de survie sans progression. Et en termes d'espèces bactériennes, la première bactérie qui ressortait comme étant associée à la réponse à l'immunothérapie, c'était Faecalibacterium prausnitzii. Ici, ce sont des groupes bactériens auxquels d'ailleurs appartient bien sûr Faecalibacterium. Donc, question suivante, est-ce que c'est uniquement un marqueur ou est-ce que cette bactérie joue effectivement un rôle dans la réponse à ce type de traitement? Dans ce même travail publié par nos collègues américains, ils ont tenté d'y répondre en faisant ce type d'expérience. Ils ont colonisé des souris axéniques par le microbiote de patients répondeurs ou non répondeurs à l'immunothérapie. Les souris ont ensuite reçu une injection de cellules de mélanome et ensuite, les souris ont été traitées par un anti-PD1, PDL1. Donc, le résultat, c'est le suivant. Les souris ayant un microbiote de répondeur eh bien, répondaient mieux au traitement. Vous voyez ici la taille des tumeurs par rapport aux souris qui avaient un microbiote de non répondeur. Et là encore, ils observaient un lien avec Faecalibacterium. Donc, cette bactérie, elle nous intéresse particulièrement depuis très longtemps. C'est une bactérie à anaérobie stricte qui appartient au phylum des Firmicutes. Elle fait partie de ce qu'on appelle le corps phylogénétique, c'est-à-dire qu'on la retrouve chez tous les individus à la surface de la Terre, en tout cas les sujets sains.
Elle représente à elle seule de l'ordre de 5% du microbiote intestinal humain normal. Et globalement, son niveau élevé est associé avec la bonne santé. Et nous, on a mis le doigt sur cette bactérie en étudiant les patients ayant une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, où on a observé que son taux était diminué de manière particulièrement importante. On a montré dans ce contexte de l'inflammation intestinale qu'elle avait des effets immunomodulateurs. Et donc, en voyant tous ces travaux sur l'immunothérapie et le rôle de cette bactérie potentielle, on a donc exploré un petit peu plus avant ces signaux. D'abord, on a refait un point sur la littérature. Et les deux premiers papiers dont je vous ai parlé, mais en fait, ils ne sont pas du tout isolés. Il y a beaucoup d'autres papiers qui vont exactement dans le même sens. Ici, c'est la même équipe française que précédemment qui, de manière indépendante, dans un deuxième temps, en 2020, a remontré le même résultat, toujours dans le mélanome, en termes de niveau de Faecalibacterium. Ici, c'est une méta-analyse qui a été publiée en 2020, toujours dans le mélanome, une méta-analyse de 4 études qui montrait à nouveau que le signal le plus fort en termes de réponse à l'immunothérapie, c'était le fait d'avoir un haut niveau de Faecalibacterium prausnitzii. Ici, un travail de 2020 dans le carcinome hépatocellulaire. Là encore, la bactérie qui ressort en premier, c'est Faecalibacterium prausnitzii comme étant associée à une bonne réponse à l'immunothérapie. Ici, un travail dans le cancer du poumon non à petites cellules, dans lequel plusieurs bactéries avaient été identifiées comme associées à la réponse, dont Faecalibacterium prausnitzii. Juste une petite aparté pour dire que cette bactérie, c'est néanmoins pas la seule qui a été identifiée comme étant associée à une bonne réponse. Il y a d'autres travaux, et par exemple celui-là aussi, qui pointe vers une autre bactérie qui s'appelle Akkermansia, dont vous avez probablement déjà entendu parler, et qui, elle aussi, serait associée à une bonne réponse à l'immunothérapie. D'ailleurs, il y a quelques mois, il y a cet article qui a été publié par l'équipe de Laurent Zidvogel, qui a ciblé uniquement cette bactérie Akkermansia muciniphilia dans une cohorte de patients traités par anti-PD1 pour un cancer pulmonaire non à petites cellules. Et le résultat a été d'observer que les patients qui n'ont pas d'Akkermansia du tout, en rouge, ont une moins bonne survie que les patients qui ont un niveau détectable d'Akkermansia. Néanmoins, le message est un petit peu compliqué parce que le fait de ne pas du tout avoir d'Akkermansia, c'est pas bon en rouge, mais si on en a trop, c'est-à-dire les patients qui ont le niveau le plus élevé d'Akkermansia, ben, c'est presque pire que de ne pas en avoir du tout. Donc le message est un petit peu compliqué. Et dans ce travail, bien qu'il s'agissait d'une analyse par métagénomique en shotgun, uniquement Akkermansia avait été analysé. Donc, on a sollicité Laurent Zidvogel et également Nicolas Segata en leur demandant s'ils étaient d'accord pour qu'on réanalyse ces données. Et donc, très gentiment, ils nous ont fourni ces données que l'on a réanalysées. Donc, cette fois-ci, bien sûr, avec le prisme Faecalibacterium prausnitzii. Donc, ici, on a partagé la population en trois selon l'abondance de cette bactérie Faecalibacterium prausnitzii. Et vous voyez ici la survie qui est assez nettement différente entre les patients qui ont un niveau bas de cette bactérie, ceux qui ont un niveau élevé en rouge, et puis en bleu, ceux qui ont un niveau intermédiaire qui est entre les deux. Ce qui fait que globalement, si on se place à 18 mois, il y a un delta de 20% sur la survie entre ceux qui ont un niveau bas et ceux qui ont un niveau élevé de cette bactérie. Si on regarde l'effet des antibiotiques, donc ça c'est quelque chose d'assez intéressant, là, on regarde, juste pour rappel, le niveau bactérien endogène. On n'administre pas de bactéries. Mais si on regarde les patients qui reçoivent des antibiotiques, eh bien, on observe que l'effet prédictif de Faecalibacterium prausnitzii disparaît complètement, alors que si on prend les patients qui n'ont pas d'antibiotiques, eh bien, l'effet il persiste, voire même il est un petit peu amplifié, ce qui suggère que finalement, ce n'est pas seulement un marqueur, puisque si on perturbe le microbiote, on perd l'effet prédictif, ça suggère que c'est pas seulement un marqueur, mais potentiellement réellement un acteur dans la réponse. Si on fait une analyse multivariée en prenant en compte tous les facteurs qui sont connus pour influer sur la réponse à ce type de traitement, ils sont tous listés ici. Vous avez l'âge, le type histologique, l'expression de PDL1, l'état général du patient, etc. Eh bien, ce que l'on observe, c'est que l'abondance de la bactérie Faecalibacterium prausnitzii, elle reste indépendamment associée avec la survie et avec un effet dose. Et si vous regardez ici les hazard ratios, vous avez une réduction de plus de 40% de la mortalité entre les patients qui ont un niveau élevé de fécali et ceux qui ont un niveau bas de Faecalibacterium, donc indépendamment des autres paramètres.
Donc, question suivante, on a maintenant quand même un corpus de données, y compris les dernières dont je viens de vous montrer, qui suggèrent que le microbiote intestinal et notamment le niveau de Faecalibacterium prausnitzii est impliqué dans la réponse à ce type de traitement dans le mélanome et dans d'autres types de cancers. Et donc, la question, c'est qu'est-ce que l'on peut faire? Est-ce que l'on peut essayer de jouer sur ces patients qui répondent moins bien à cette immunothérapie? Il y a des travaux qui ont suggéré déjà des interventions sur le microbiote. Ici, ce sont deux essais de transplantation fécale qui ont été publiés fin 2020 et tout début 2021. Ce sont des petites études réalisées en ouvert, 10 et 15 patients, chez des patients qui avaient un mélanome et qui étaient en perte de réponse de leur immunothérapie. Donc, dans ce travail, les auteurs ont fait de la transplantation fécale et ils ont repris l'immunothérapie. Et ce qu'ils ont observé à gauche, c'est que 3 des 10 patients ont regagné la réponse à l'immunothérapie après transplantation fécale. Et à droite, 6 sur 15 ont eu un bénéfice clinique de la reprise de l'immunothérapie après transplantation fécale, suggérant effectivement que le microbiote et que modifier le microbiote pourrait jouer un rôle. D'ailleurs, les analyses qui ont été réalisées a posteriori sur ces travaux ont à nouveau pointé du doigt un certain nombre de bactéries comme potentiellement appliquées, dont à nouveau Faecalibacterium. Et d'ailleurs, Faecalibacterium était une des bactéries qui était enrichie après transplantation fécale chez les patients qui répondaient à la transplantation fécale. Là encore, hein, Faecali n'est pas le seul. On retrouve, vous voyez ici, Akkermansia muciniphilia qui n'est pas loin. Donc, maintenant, est-ce que réellement on peut essayer d'utiliser Faecalibacterium prausnitzii pour avoir un effet sur la réponse à l'immunothérapie? Donc, avec la startup Excellium, on développe un produit basé sur Faecalibacterium prausnitzii pour le traitement de la maladie de Crohn. Et d'ailleurs, le premier essai clinique dans cette indication est en cours. Comme on a une bactérie qui est validée par les autorités réglementaires, qui est utilisable chez l'homme, on s'est dit que ça valait le coup d'essayer de voir si cette bactérie, elle pourrait avoir des effets dans ce contexte de l'immunothérapie. Donc, on a réalisé ces essais in vivo qui sont tout à fait classiques et réalisés par dans tous les articles qui mentionnent l'effet de l'immunothérapie et du microbiote. Donc, on a pris des souris qui ont été injectées avec ces cellules tumorales de sarcome. Les souris ont eu une perturbation du microbiote intestinal pour altérer justement ce microbiote et diminuer la réponse à l'immunothérapie. Et ensuite, elles ont été traitées par immunothérapie, donc anti-PD-L1, et traitées ou non par la souche Ectel-01 de Faecalibacterium prausnitzii. Donc, ici, vous avez les résultats en termes de croissance tumorale. Donc, ce que l'on voit en rouge, c'est le poids tumoral des souris qui ont reçu l'anti-PD1. Et vous pouvez le comparer aux souris qui n'ont pas reçu de traitement en gris. Donc, on voit bien que ce traitement, il marche chez la souris. Ça, ce n'est pas une surprise. Si, en plus de l'anti-PD1, PD-L1, on donne les antibiotiques, le mélange d'antibiotiques, mais vous voyez qu'on perd une bonne partie de la réponse et que la tumeur se met à croître beaucoup plus vite. Si maintenant, en plus de l'anti-PD1 et de l'antibiotique, on rajoute la bactérie EXL01, eh bien on voit que la croissance tumorale a tendance à revenir à l'état finalement similaire à celui des souris traitées uniquement par l'immunothérapie. Et si on regarde la mortalité, les courbes de mortalité, c'est encore plus net. Vous avez en noir pointillé ici les souris qui ne reçoivent pas de traitement et donc qui vont mourir assez rapidement. En rouge pointillé ici, les souris qui reçoivent l'anti-PD-L1 seul, donc on a un effet protecteur qui est assez net. Si on rajoute l'antibiotique, vous avez la courbe orange, vous voyez que la mortalité est importante. Et si en plus de l'antibiotique, on redonne la bactérie EXL01, vous avez la courbe bleue, qui est finalement similaire à celle des souris qui sont non traitées par antibiotiques et traitées par anti-PD1. Si on essaye de comprendre un petit peu ce qui se passe, ici on a fait une analyse par RNA-seq de la tumeur à un temps pas trop tardif, parce qu'effectivement, si on attend trop, toutes les souris meurent et donc on a moins de données. Donc si on regarde ici à J13, je vais vous donner des résultats vraiment très très globaux, hein, sans aller dans le détail. On va juste regarder la différence d'expression de gènes, le nombre de gènes qui sont différentiellement exprimés. Entre les souris qui ne reçoivent pas de traitement et celles qui reçoivent un traitement anti-PD1, vous voyez qu'en tout, on a presque 4000 gènes qui sont différentiellement exprimés. Et si on regarde les fonctions de ces gènes, globalement, ce que l'on voit, c'est que l'anti-PD-L1, il va activer la réponse immunitaire et il va diminuer la prolifération des cellules tumorales. C'est pas un scoop, hein, c'est comme ça que ça marche. Si on donne l'antibiotique en plus de l'anti-PD-L1,
ben, l'antibiotique, il a un effet, puisque là, on voit à nouveau plus de 3000 gènes qui sont différentiellement exprimés. Et ce que l'on voit en termes fonctionnels, c'est que les cellules tumorales se remettent à proliférer. Là encore, ce n'est pas très étonnant, puisqu'on voit à l'œil que la tumeur prolifère. Si on regarde l'effet de la bactérie EXL01 chez ces souris qui sont traitées à la fois par anti-PDL1 et par antibiotiques, on voit qu'il y a beaucoup de gènes qui sont différentiellement exprimés, plus de 4000, donc il se passe bien quelque chose dans la tumeur. Et globalement, ce que l'on voit, c'est que les cellules tumorales, leur prolifération va diminuer, tous les signaux qui sont reliés à cette prolifération vont diminuer. Et enfin, si on compare les souris qui sont traitées uniquement par l'immunothérapie, par l'anti-PDL1, et les souris qui reçoivent l'antibiotique, l'anti-PDL1, plus EXL01, et bien là, on voit qu'on a plus qu'une centaine de gènes seulement qui sont différentiellement exprimés. Et en termes fonctionnels, on n'a quasiment aucune fonction qui ressort de manière statistiquement significative, ce qui suggère que en apportant cette bactérie seule, eh bien finalement, on compense les altérations du microbiote associé à l'antibiothérapie vis-à-vis, bien sûr, de la réponse à l'anti-PDL1. In vitro, on a été regarder un petit peu plus loin comment ça marchait. Donc, si on prend des lymphocytes humains et qu'on les stimule avec la bactérie EXL01 en présence d'un anti-PD1, eh bien, ce que l'on voit, c'est une augmentation de la production d'interféron gamma. Ici, ça a été fait sur 3 donneurs sains. On voit en revanche pas d'effet sur l'interleukine 2. Et évidemment, c'est intéressant l'interféron gamma puisqu'on pense que c'est un des principaux médiateurs dans la réactivation et donc dans l'efficacité de l'immunothérapie. Si on regarde l'effet de la bactérie sur les cellules dendritiques, eh bien là, ce qu'on va voir, c'est une activation, une expression de marqueurs d'activation comme CD80, CD28, une augmentation de l'expression du PDL1 et une diminution de certains marqueurs régulateurs comme par exemple le CD209. Et enfin, si on fait une expérience de co-culture entre ces lymphocytes et ces cellules dendritiques en présence d'un anti-PD1 et avec la bactérie ou sans la bactérie, bien là, l'expression, la production d'interféron gamma, elle explose littéralement avec la bactérie. Vous avez ici, chez les 3 donneurs indépendants, la production d'interféron gamma qui est multipliée par 5. Et de la même manière, les lymphocytes T, même si le signal est moins fort, vont avoir tendance à plus proliférer, en tout cas sur 2 donneurs parmi les 3 qui ont été analysés. Là encore, un élément important pour l'efficacité de l'immunothérapie. Donc en conclusion, je pense que vous êtes convaincus, et vous le saviez probablement déjà avant, le microbiote est impliqué dans l'efficacité de l'immunothérapie anticancéreuse. Le niveau de Faecalibacterium prausnitzii haut est avant, hein, bien sûr, le début du traitement, est associé à une meilleure réponse dans de nombreux cancers. La bactérie EXL01, qui est une souche de Faecali, va booster cette réponse à l'immunothérapie in vivo, en tout cas dans les modèles que l'on a étudiés. Et bien sûr, la prochaine étape, c'est d'évaluer ces effets chez l'homme lors d'essais cliniques et on espère que ça va pouvoir se faire dans les prochains mois. Donc, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont participé à ce travail, très particulièrement Marius Bredon qui a fait toutes les analyses, tout le travail de réanalyse des données de l'essai dont je vous ai parlé, et également Camille Dan qui travaille sur les manips plus fonctionnelles. Également tous nos collaborateurs sur le plan cancérologique, que ce soit au GERCOR ou alors à la FFCD. Et puis vous pour votre attention. Un réseau cancer qui on y arrive avec un médicament qui est possible. Pourquoi arrive la réponse TH1 pas bien la dualité du début du cancer par rapport à ce qu'on a vu sur le glyphosate en début. Complètement. Alors, il y a plusieurs réponses. D'abord, effectivement, les premiers résultats que l'on a vus, avant même de commencer à mettre le doigt dans cette bactérie dans l'immunothérapie, on a eu la même réaction que toi. On dit, mais c'est bizarre, c'est une bactérie anti-inflammatoire, pourquoi est-ce qu'elle va booster la réponse comme ça à l'immunothérapie?
Puis après, on s'est rendu compte que ce n'était pas quand même si simple que ça, que notamment on avait réalisé des travaux avec des collègues nantais montrant que la bactérie pouvait aussi stimuler certains types de lymphocytes, et notamment vis-à-vis de la production d'interférons gamma. Et puis enfin, dans cette situation d'immunothérapie, on est dans une situation très particulière où on bloque quelque chose. Ce n'est pas juste la bactérie qu'on met sur une cellule immunitaire, on la met sur les cellules, mais en plus, on va bloquer un anti-PD1, on va utiliser un anti-PD1 ou un anti-PD1, et ça change complètement le fonctionnement de la cellule. Vis-à-vis du butyrate, on a commenté un article avec, d'ailleurs avec Camille Dan, qui a été publié dans Cell Metabolism il y a quelques mois, suggérant que le butyrate pourrait jouer un rôle dans la réponse à l'immunothérapie. Donc, peut-être que dans ce contexte-là encore spécifique, la production de butyrate est pas délétère. En tout cas, elle n'a pas un effet anti-inflammatoire dans cette situation de réponse à l'immunothérapie. Enfin, dernier point, beaucoup des effets que l'on voit, et notamment les effets in vitro, il n'y a pas de butyrate. La bactérie, elle est morte, puis on est dans l'in vitro classique, et donc c'est très vraisemblablement des molécules qui sont présentes sur la bactérie qui sont responsables des effets. Un peu dans la suite de la question précédente, je voulais savoir si Tu peux y aller.